Il y a une question qu'on se pose aussi souvent, enfin une peur, on va dire, c'est qu'on a peur d'abîmer, son système lymphatique, Mmh. notamment avec, ma foi, le mouvement de la sonde, Mmh. que vous infiltrez dans les tissus. Qu'est-ce qu'il en est? Effectivement, oui. Est-ce qu'il y a un risque? Est-ce Mmh, qu'il y a un risque de lymphœdème suite à une mmh. opération de chirurgie du lipœdème? Alors effectivement, il y a un risque de traumatiser toutes les structures qui sont sous la peau, hein, à la fois les vaisseaux, lymphatiques, les veines, les artères, le muscle, les tendons. C'est pour ça que, alors je ne sais pas si vous avez suivi là, il y a pas très longtemps, il y a une publication qui a été faite des recommandations américaines sur le lipødème. Mmh. Ils recommandent d'utiliser des canules fines. Donc nous, c'est ce qu'on fait, on utilise des canules de 3 millimètres, hein. C'est partie des canules, les plus fines en chirurgie esthétique, avec des mouvements longitudinaux qui suivent l'axe de la jambe pour justement éviter au maximum de traumatiser les canaux, lymphatiques. Alors développer un lymphœdème, après une chirurgie, de lipødème, heu, techniquement, c'est possible, mais le risque est extrêmement faible, hein. Il y a plus de risques de développer un lymphœdème en laissant évoluer la maladie, parce que dès qu'on aura retiré tout ce volume, on n'aura plus cette pression mécanique, de cette graisse pathologique sur les canaux lymphatiques. Donc, il y a plus de risques à laisser évoluer le lipœdème. Le risque n'est pas à 0, hein, ça reste de la chirurgie. Heu, je dirais que le risque principal, pour cette chirurgie, qui se fait au niveau des membres inférieurs, c'est le risque de phlébite. C'est pour ça qu'on recommande aux gens de marcher un maximum, dès le soir même ou dès le lendemain de l'intervention pour justement activer ce retour veineux, faire des drainages lymphatiques précoces, hein, dès le lendemain ou dès le deuxième jour, infradouloureux et puis le port de bas de contention. Parce que le risque principal pour nous, c'est vraiment la phlébite. Heu et puis également le risque corollaire, c'est-à-dire l'embolie pulmonaire. C'est pour ça qu'on fait de la thromboprophylaxie, donc des injections de produits anticoagulants, pour éviter ça. Quand vous procédez à l'intervention, donc finalement, on enlève quand même, un certain volume de graisse malade Oui, qui est assez important. oui. Alors certes, le côté esthétique, la recherche esthétique est importante, mais enfin, j'imagine que votre capacité à enlever le maximum de graisse malade, c'est aussi quelque chose d'important pour les patientes. Comment est-ce que vous arrivez à déterminer, ma foi, «jusqu'où on peut aller» entre guillemets? Alors c'est une question qu'on me pose très souvent, à la consultation et je vous remercie de la soulever parce que, les patients qui viennent nous voir en consultation ont souvent, vu sur les forums, que, en Allemagne, on enlevait, 6, 8, 10 litres de graisse, pathologique. C'est des choses qu'on ne enfin, en tout cas que moi je ne fais pas en France pour plusieurs raisons. Premièrement, la première raison, c'est que, c'est une intervention de chirurgie esthétique qui n'est pas remboursée, par la sécurité sociale. Donc en esthétique, on ne peut pas mettre en danger, la personne en enlevant des volumes trop importants, de graisse parce qu'il y a tout de même ce risque de saignement. Il y a d'autres risques, qui sont le corollaire aussi du volume de l'hypoaspiration. Ce sont tous les troubles métaboliques, avec les ions qui vont être perturbés avec le taux de sodium, de potassium et cetera. Donc, nous, on a pris le pli de faire l'intervention plutôt en 2 fois, à la fois pour faciliter la récupération, parce que, d'enlever 10 litres, à une personne qui pèse, 60-65 kilogrammes, ça fait, plus de 12 du poids corporel. Les recommandations globales en chirurgie esthétique, c'est plutôt de rester entre 5 et 7 voire 8 selon les études, du poids corporel. Parce qu'au-delà de 5 litres, il y a plusieurs risques qui vont se présenter. Le risque déjà que la patiente se refroidisse, hein, si on découvre, toute la moitié du corps avec les jambes et les cuisses, et le risque d'hypothermie va entraîner d'autres risques comme la phlébite, l'embolie pulmonaire, le risque d'infection et cetera et cetera. Donc, nous, on se limite en général à 4, 5, parfois 6 litres en fonction à la fois du bilan de la patiente, hein, de son taux d'hémoglobine et bien sûr de son poids, corporel, heu, qu'on recueille à la consultation. Heu, mais effectivement, les suites opératoires, heu, d'une intervention qui ne serait faite que sur les jambes ou que sur les cuisses, comparativement à celle d'une intervention globale où on est là hospitalisé pendant,
plusieurs jours, hein. Alors, c'est ce que les patientes que j'ai en consultation me rapportent de ce qui est dit sur les forums, c'est que parfois les hospitalisations sont longues. Il y a certains collègues aussi qui travaillent en Afrique du Nord ou aux États-Unis qui ont parfois des hospitalisations longues. Mais en France, c'est pas possible à cause de ce problème de chirurgie esthétique et de non-remboursement. Parce que les hospitalisations de plusieurs jours en clinique privée, ben, ça coûte très cher aux patients, avec parfois ben, des nécessités de transfusion. Et en chirurgie esthétique, c'est pas justifié d'aller jusqu'à la transfusion. On préfère maintenir une certaine sécurité sur notre geste opératoire, quitte à faire ça en 2 fois et avoir des périodes de récupération et un vécu de l'intervention aussi qui est plus confortable, plutôt que d'aller au-delà des volumes qui sont globalement acceptés dans la littérature et pour la sécurité du patient. Donc, si j'ai bien compris, par exemple, pour l'avant des cuisses, vous pouvez faire l'avant des cuisses et l'arrière des cuisses en Les fonction du cuisses, volume que vous demandez. alors, on arrive globalement pour les cuisses à faire en 360 degrés, hein. On retourne la patiente pendant l'intervention et puis Autour. on change de zone opératoire et on peut faire l'intérieur des cuisses, l'avant des cuisses, l'arrière des cuisses avec la culotte de cheval et la banane sous-fessière, hein, ce qu'on a sous la fesse, sans excès parce que sinon ça risque de faire chuter la fesse dans la plupart des cas. Et ce qui est aussi possible lorsqu'on fait l'intervention en 2 fois, c'est de revenir sur une zone qui n'aura pas pu être traitée pour le premier temps opératoire. Par exemple, les cuisses, si les cuisses sont vraiment très volumineuses, à ce moment-là, on convient avec la patiente de se limiter à un certain nombre de litres et puis d'y revenir euh, au moment des mollets, parce que souvent, au niveau des mollets, il y a moins de volume à faire. Et donc, on a parlé des cuisses, des mollets. Est-ce que ça vous arrive aussi d'intervenir, par exemple, sur les bras ou sur le Oui. ventre dans le cadre d'hypodème? Et je crois même avoir entendu au niveau du menton. Alors, je ne sais pas si c'est des choses que vous avez déjà, vous, rencontrées dans votre pratique. Alors, l'hypodème au niveau du tronc, on en a rarement, hein, souvent, c'est des excédents graisseux classiques. En général, il y en a pas au niveau des avant-bras. Ça touche très souvent que les bras. Les bras, ça reste que 30 hein, d'atteinte, retrouvée dans les études. Mais effectivement, au niveau des bras, on a aussi des demandes. La même méthode est utilisée, à savoir l'infiltration du liquide en premier lieu, le temps de repos pour laisser vraiment l'adrénaline faire son effet et ensuite le passage des ultrasons, hein, pendant, quelques minutes et puis après le PAL pour aspirer la graisse avec toujours des canules de 3 millimètres. Et quand il y a un excédent de peau qui est, important, on a 2 options, que ce soit au niveau, des bras ou au niveau, des cuisses. Soit on fait ce qu'on appelle une plastie, hein, donc brachioplastie pour les bras et puis cruroplastie pour les cuisses. On vient faire une cicatrice tout au long de la cuisse ou tout au long du bras, souvent à l'intérieur, pour éviter de la rendre visible. Et on a d'autres technologies, lorsque le relâchement n'est pas majeur, on va dire, qui permettent d'éviter les cicatrices tout en redonnant une bonne tension à la peau. C'est des technologies de radiofréquence, ça s'appelle le J-plasma, et donc ça permet à la fois aussi avec une canule de 3 millimètres très fine, de passer sous la peau avec un faisceau de plasma qui va contracter en fait les fibres de collagène en les chauffant pendant 44 millisecondes, pendant un temps très court, et permettre une rétraction de la peau. C'est pas aussi spectaculaire que les brachioplasties que vous voyez avec les longues cicatrices, mais l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de cicatrice. Donc, c'est toute une discussion qu'on a avec les patientes à la consultation pour les orienter sur une technique ou sur une autre. Certaines patientes arrivent en nous disant: «Mais moi, je veux pas du tout de cicatrice, je préfère avoir un résultat modéré, et puis pouvoir remettre, des t-shirts sans manches et cetera, plutôt que d'avoir, la longue cicatrice dans le creux des bras ou au niveau des cuisses». Pour les cicatrices, pour les gens qui acceptent les cicatrices, il y a également, des technologies au laser qu'on fait le jour de l'intervention sur la cicatrice directement, en un seul traitement, en une seule fois. On n'a pas besoin d'y revenir après et qui permettent de limiter la largeur de la cicatrice et l'épaisseur de la cicatrice. Donc ça, on en discute avec la patiente. C'est vraiment, une discussion sur les attentes de la patiente. C'est-à-dire que certaines patientes, ben, souhaitent simplement pouvoir se réhabiller de manière, plus facile et plus libre et d'autres sont vraiment très gênées par les accidents et acceptent les cicatrices, pour avoir vraiment quelque chose de très net et de très fin.